Tout au long de l'histoire humaine, nous avons été confrontés à un ennemi implacable, les maladies infectieuses. Ces assassins silencieux ont balayé les populations, laissant derrière eux dévastation et désespoir. Des cicatrices défigurantes de la variole à la pandémie continue du VIH-Sida, l'humanité a lutté contre ces menaces invisibles qui ont redessiné les sociétés, causé d'innombrables pertes humaines et entraîné des avancées significatives dans le domaine médical. Alors, quelles étaient les caractéristiques définissantes de ces maladies? Et comment ont-elles transformé les sociétés qu'elles ont frappées? Ebola. Peu de maladies ont suscité une telle peur et une telle panique que l'Ebola, un virus qui est apparu sur la scène mondiale seulement à la fin des années 1970, venant des profondeurs de l'Afrique. Ce virus, anciennement connu sous le nom de fièvre hémorragique Ebola, ravage les humains et d'autres primates, provoquant des saignements internes et externes extrêmes. L'apparition des symptômes peut être agonisante, prenant plusieurs jours à quelques semaines pour se manifester. La phase initiale imite souvent une grippe désagréable, avec un mal de gorge persistant, des douleurs musculaires qui vous laissent le sentiment d'avoir été écrasé par un camion, et des vagues de nausées et de diarrhée incessantes. À mesure que le virus renforce son emprise, les symptômes évoluent vers un cauchemar terrifiant, avec des saignements incontrôlables survenant à la fois de manière interne et à partir de divers orifices. La gravité de l'Ebola varie selon la souche spécifique, mais c'est un virus notoirement mortel. En moyenne, près de la moitié des personnes infectées meurent de la maladie, certaines souches présentant un taux de mortalité horriblement élevé, approchant 90%. La plus dévastatrice épidémie d'Ebola de l'histoire a éclaté en Afrique de l'Ouest en mars 2014, laissant une traînée de dévastation sur son passage. Cette seule épidémie a fait 5 fois plus de victimes que toutes les épidémies précédentes combinées. La portée du virus s'est étendue bien au-delà de l'Afrique, avec des cas signalés aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, y compris le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ce n'est qu'en 2016 que le monde a enfin réussi à reprendre le contrôle du virus, atteignant une pleine maîtrise. La peste bubonique. Au XIVe siècle, un spectre terrifiant a balayé l'Europe d'est en ouest, laissant une traînée de dévastation sur son passage. C'était la peste bubonique, gravée à jamais dans l'histoire comme la mort noire. Le coupable de cette épidémie horrifiante était une bactérie connue sous le nom de Yersinia pestis, qui a pris place sur des puces de rats orientaux sans méfiance. Ces puces, voyageant vers l'ouest sur la route de la soie animée et à travers la Méditerranée sur des navires, sont devenus les assassins silencieux qui ont déchaîné la peste sur les populations humaines. En essence, le commerce et les échanges florissants de l'Europe sont devenus, malgré eux, les précurseurs d'un pathogène mortel. La maladie, nommée d'après le mot latin bubo pour un ganglion lymphatique enflé, se manifestait par des symptômes glaçants. Elle commençait subtilement avec de la fièvre et une transpiration profuse, puis progressait vers la formation de terribles furoncles noirâtres bleus dans la région de l'aine. Ces furoncles, s'ils n'étaient que pas traités, pouvaient dégrossir et s'infecter, libérant des toxines qui conduisaient à une mort atroce. Même tenter de percer ces bubons pouvait être fatal, car cela entraînait parfois la propagation aéroportée des bactéries mortelles. Le taux de mortalité de la peste bubonique était frappant, tuant plus de 70% des personnes infectées. Cette maladie horrible a ravagé l'Europe, anéantissant environ 200 millions de personnes et réduisant de moitié la population du continent. Les historiens estiment que l'impact dévastateur de la mort noire a contribué de manière significative à la chute du système économique féodal et a infligé des dommages irréparables au pouvoir et à l'influence de l'Église. De nombreux prêtres ont péri après avoir soigné les malades et célébré les derniers rites, tandis que d'autres, craignant pour leur propre vie, ont abandonné leur paroisse. Face à cet ennemi invisible, sans compréhension scientifique de sa cause ou de sa propagation, beaucoup ont eu recours à des explications désespérées. La mort noire était largement interprétée comme un châtiment divin, une réponse colérique pour des péchés perçus tels que la cupidité, le blasphème et l'immoralité. Cette croyance a alimenté une vague de fanatisme religieux, conduisant à la persécution de groupes minoritaires comme les Juifs, qui ont été utilisés comme boucs émissaires
et massacrés par milliers en 1348 et 1349. Même avec le développement d'antibiotiques, la peste bubonique continue de hanter la mémoire collective humaine comme l'une des maladies les plus horribles et destructrices de l'histoire. Grippe espagnole. En 1918, une souche de grippe monstrueuse est apparue, déclenchant une pandémie qui sera à jamais gravée dans l'histoire comme l'une des rencontres les plus meurtrières de l'humanité avec les maladies infectieuses. Ce pathogène impitoyable qui aurait infecté 500 millions de personnes dans le monde a balayé les continents avec une vitesse terrifiante. Des épidémies ont éclaté aux États-Unis et en Europe, répandant rapidement leurs tentacules à travers le globe. Le virus ciblait le système respiratoire, laissant les victimes suffoquées. Sa nature hautement contagieuse signifiait qu'un seul toussotement, un éternuement ou même un mot prononcé pouvait propulser des gouttelettes infectieuses dans l'air, prêtes à être inhalées par quiconque à proximité. De plus, le virus pouvait persister sur les surfaces, attendant un contact imprévu pour devenir une porte d'entrée vers un nouvel hôte. Malgré sa nature indifférenciée, cette souche de grippe particulièrement virulente a acquis le surnom de grippe espagnole en raison du lourd fardeau qu'elle a imposé à l'Espagne. Même le roi d'Espagne, Alfonso XIII, a succombé à ses griffes. Cependant, l'ironie réside dans le fait que la grippe espagnole n'a pas son origine en Espagne. Le nom est simplement né du fait que l'Espagne, contrairement aux nations belligérantes, avec une censure stricte en temps de guerre, avait une presse libre qui rapportait ouvertement l'épidémie depuis son tout début à Madrid fin mai 1918. Pendant ce temps, les puissances alliées et centrales, de leur côté, visaient à maintenir un moral élevé, si bien qu'elles ont réprimé les nouvelles sur la dévastation de la grippe. Cette disparité médiatique a conduit beaucoup à croire que le virus venait d'Espagne. Les Espagnols eux-mêmes l'appelaient souvent la grippe française, car ils pensaient qu'elle était arrivée de leur pays voisin. La grippe espagnole a eu un impact glaçant sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, ravageant les rangs de jeunes soldats en bonne santé. Les archives indiquent que plus d'Américains sont morts de la grippe de 1918 que sur le champ de bataille lui-même. Dans la marine américaine, 40% des militaires ont succombé au virus et l'armée américaine a subi des taux d'infection tout aussi élevés. Les effets de la grippe se sont propagés à la fois dans les secteurs militaires et civils, de nombreux historiens pensant qu'elle a influencé le cours de la guerre en décimant les troupes et en paralysant les infrastructures médicales. N'ayant pas de remède pour la grippe en vue, les professionnels de la santé ont dû s'appuyer sur les traitements disponibles pour gérer les symptômes. L'aspirine, un médicament relativement nouveau, déposé par Bayer en 1899, a été largement prescrite. Tragiquement, les dosages recommandés à l'époque, atteignant jusqu'à 30 grammes par jour, se sont révélés toxiques. Ce n'est qu'en 1940 que le développement des vaccins contre la grippe a enfin offert une lueur d'espoir dans la lutte contre cet ennemi redoutable. Tuberculose. La tuberculose, ou TB comme on l'appelle couramment, est une infection respiratoire persistante et potentiellement mortelle qui a tourmenté l'humanité pendant des millénaires. Elle existe sous deux formes, la tuberculose latente et la tuberculose active. La tuberculose latente reste dormante dans le corps, souvent maintenue sous contrôle par un système immunitaire sain. En fait, un tiers de la population mondiale porte cette forme latente sans même s'en rendre compte. Cependant, lorsque le système immunitaire d'une personne s'affaiblit, la tuberculose latente peut se transformer en sa contrepartie active et beaucoup plus dangereuse. Cette forme active cause des ravages dans les poumons, déclenchant des quintes de toux persistantes, des douleurs thoraciques agonisantes, des sueurs nocturnes abondantes et une perte d'appétit. Notre longue et difficile histoire avec la tuberculose remonte au début de la civilisation. Des preuves de la présence de la bactérie responsable de la tuberculose ont été découvertes dans les os de momies égyptiennes anciennes, suggérant sa présence chez les humains depuis au moins 6000 ans. Les scientifiques pensent que les origines de la maladie se situent dans la transition néolithique, une période d'environ 10 000 ans où les humains sont passés de sociétés de chasseurs-cueilleurs à l'agriculture et à la domestication des animaux. On théorise que la bactérie responsable de la tuberculose est originaire de ces animaux domestiques et a finalement fait le saut vers les humains. Les 18e et 19e siècles
ont connu une poussée terrifiante de la tuberculose dans les nations en pleine industrialisation d'Europe et d'Amérique du Nord. Cette maladie dévastatrice, souvent appelée consomption, est devenue la première cause de décès dans toutes les tranches d'âge dans le monde occidental. Un mode de transmission particulièrement insidieux de la tuberculose à cette époque était le lait contaminé. Cela a conduit à l'élaboration de la pasteurisation par l'eau, une méthode à basse température conçue spécifiquement pour éradiquer la bactérie de la tuberculose des produits laitiers. L'avènement des antibiotiques au milieu du XXe siècle a marqué un tournant dans la lutte contre la tuberculose. Le traitement est devenu beaucoup plus efficace, rendant obsolètes les pratiques autrefois courantes d'isolement des patients dans des sanatoriums pendant des années. Malgré ces avancées, la tuberculose reste une menace significative pour la santé mondiale, en particulier dans les pays en développement où les normes d'hygiène sont plus faibles et les densités de population plus élevées. Elle est une cause majeure de décès chez les personnes infectées par le VIH et fait environ 2 millions de victimes chaque année dans le monde. Pour compliquer davantage les choses, de nouvelles souches de bactéries de la tuberculose ont émergé, présentant des résistances aux antibiotiques conventionnels, rendant le traitement efficace de plus en plus difficile. Polio. Aujourd'hui, la polio est un lointain souvenir pour la plupart des personnes dans le monde développé, grâce aux travaux révolutionnaires de Jonas Salk et à son vaccin antide poliomyélitique. Mais avant ce prodige médical, la polio se propageait avec une facilité terrifiante, transmise par les selles d'une personne infectée ou par des gouttelettes en suspension dans l'air lors de toux ou d'éternuements. Bien que souvent asymptomatique, la colère de la polio pouvait être dévastatrice. Dans certains cas, le virus attaquait le cerveau et la moelle épinière, conduisant à une méningite et, dans le scénario le plus tragique, à la paralysie. Pour 2 à 10 des personnes paralysées, la maladie a tragiquement coûté la vie. L'héritage le plus notoire de la polio réside dans sa capacité à paralyser de manière permanente les victimes, les confinant dans des poumons en fer pour le reste de leur vie. Cette paralysie, causée par des dommages nerveux irréversibles, ne pouvait pas être inversée. Alors que des générateurs mobiles offraient une certaine apparence de liberté à quelques-uns, d'autres restaient prisonniers à l'intérieur des emblématiques poumons en fer. Les années 1950 ont vu le virus de la polio semer la terreur dans le cœur des familles américaines. Les parents, saisis par la peur, ont tenté de distanciation sociale, une mesure désespérée et finalement inefficace contre cette menace invisible. La polio ne faisait pas partie de la vie qu'ils envisageaient pour leurs enfants. Dans l'ère apparemment sécurisée d'après la Seconde Guerre mondiale, la propagation de la polio a révélé la vulnérabilité même des familles de la classe moyenne, brisant l'illusion de contrôle total sur leur vie. La peur du virus hautement contagieux a conduit à des mesures drastiques. Les villes ont fermé les piscines publiques, les cinémas, les écoles et même les églises, forçant les dirigeants religieux à atteindre leurs congrégations par le biais de radiodiffusion locale. Certains automobilistes, craignant que le virus puisse être transporté par l'air, ont refusé de faire le plein de pneus à plat dans les stations-service de San Angelo, une illustration frappante de la paranoïa qui a saisi la nation. Même les professionnels de la santé ont cédé à la peur, un médecin diagnostiquant des patients sur la base de l'impression clinique, plutôt que de risquer une infection par le test diagnostique approprié. La figure la plus emblématique à subir les conséquences de la polio était l'ancien président américain Franklin D. Roosevelt. Ses efforts inflexibles pour combattre la stigmatisation entourant la maladie ont pénétré chaque aspect de sa présidence, tant avant que pendant la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, la lutte de Roosevelt contre la polio a profondément modifié la manière dont la société voyait les maladies paralysantes et les handicaps qui en résultent, ouvrant la voie à une plus grande compréhension et acceptation. Paludisme. Le paludisme, une maladie transmise par les moustiques causée par des envahisseurs parasitaires, est considéré comme l'une des maladies les plus horribles de l'histoire. Ces symptômes semblables à ceux de la grippe peuvent être débilitants, et rien qu'en 2016, la maladie a infecté plus de 200 millions de personnes, tuant près de 500 000 individus. Ce pathogène notoire a même été lié à la possible disparition d'Alexandre le Grand, mettant en lumière son importance historique et son potentiel mortel. Mais l'histoire du paludisme va au-delà de sa létalité.
Elle possède également un chapitre sombre dans l'histoire brutale de la traite transatlantique des esclaves. Avant la colonisation européenne, il n'y a aucune preuve que le paludisme existait dans les Amériques. L'arrivée de la maladie a donc dévasté les populations autochtones qui n'avaient pas d'immunité contre ce nouveau pathogène. Cette vulnérabilité a créé une opportunité pour les premiers colons européens de se tourner vers l'Afrique. Les Africains, ayant développé un certain degré de résistance grâce à une exposition infantile à la maladie, étaient considérés comme une main-d'œuvre plus adaptée aux conditions difficiles des plantations du Sud. Alors que le paludisme ravageait le Sud américain, décimant les populations amérindiennes, les Africains étaient de plus en plus contraints à la traite des esclaves pour combler le vide de main-d'œuvre. Avançons de plusieurs années, et le paludisme était devenu une présence persistante dans le sud-est des États-Unis. Les cas ont flambé pendant la Grande Dépression, pour commencer à décliner au début des années 1940. Alors que la nation se préparait à la Seconde Guerre mondiale, des inquiétudes sont apparues concernant la prévention de la propagation du paludisme au sein des camps d'entraînement militaire, en particulier ceux situés dans les États du Sud et les territoires d'outre-mer. En 1942, le service de santé publique des États-Unis a établi le Bureau du contrôle du paludisme dans les zones de guerre pour s'attaquer à ce problème urgent. Ce bureau basé à Atlanta a jeté les bases de ce qui deviendra finalement les Centers for Disease Control and Prevention, établis en 1946 sous le nom de Communicable Disease Center. Si les efforts du bureau ont probablement contribué à l'éradication de la transmission du paludisme aux États-Unis d'ici le début des années 50, les chercheurs modernes débattent de la mesure dans laquelle les changements démographiques et socio-économiques ont également joué un rôle significatif dans le déclin de la maladie. Au-delà des préoccupations immédiates en matière de santé publique, le paludisme a offert aux scientifiques une occasion cruciale d'acquérir une compréhension plus profonde des vecteurs de transmission des maladies. Étudier comment les moustiques et d'autres créatures abritent et propagent des maladies aux populations humaines est devenu un pilier dans le développement de stratégies efficaces de prévention et de contrôle. Variole. Lorsque les premiers navires européens ont accosté sur les rives des Amériques à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, ils ont apporté non seulement des armes avancées et la volonté de conquérir, mais aussi un ennemi silencieux et invisible, la variole. Cette maladie hautement contagieuse et souvent mortelle avait une longue et dévastatrice histoire dans le Vieux Monde, où les Européens avaient coexisté avec des animaux domestiqués et partagé des sources d'eau communes pendant des siècles. Cette proximité a favorisé la propagation de nombreuses maladies, mais a également permis à certains individus de développer un certain degré d'immunité à ces agents pathogènes, y compris la variole. Ces Européens immunisés, parmi les premiers colons des Amériques, ont apporté la variole avec eux dès 1520. Cette maladie, ainsi que d'autres maladies du Vieux Monde comme la rougeole et la grippe, a déclenché une vague dévastatrice de morts parmi les populations indigènes. N'ayant jamais été exposés à ces agents pathogènes, les Amérindiens manquaient des défenses naturelles pour les combattre. Le résultat a été catastrophique, la variole étant estimée avoir tué près de 90% de la population amérindienne. C'était un bilan beaucoup plus lourd que les pertes humaines directes causées par la guerre européenne. La variole n'était pas seulement mortelle, elle était également une défigurante cruelle. Le virus ravageait le corps, laissant ses victimes couvertes de lésions suppurantes. Dans une tentative désespérée de combattre la maladie, ceux qui avaient survécu à la variole, maintenant eux-mêmes immunisés, étaient souvent appelés à s'occuper des malades. Ces soignants employaient une gamme de traitements, y compris des remèdes à base de plantes, la saignée et même la pratique bizarre d'exposer les patients à des objets rouges. Une approche beaucoup plus efficace a émergé sous la forme de l'inoculation, également connue sous le nom de variolation. Cette pratique consistait à prendre des croûtes colorées ou de la poudre provenant d'individus atteints d'un cas léger de variole et à les insérer dans la peau ou le nez de personnes en bonne santé. Le processus induisait une infection contrôlée qui entraînait généralement une maladie plus légère, accordant à la personne immunité contre de futures épidémies. Bien que certains individus soient décédés à cause de cette pratique, le taux de mortalité était nettement inférieur à celui de la variole contractée naturellement. Après des siècles d'efforts soutenus, y compris des campagnes de vaccination à grande échelle, la variole a finalement été déclarée éradiquée
en 1980, devenant la seule maladie humaine à avoir été complètement éliminée. Aujourd'hui, les seules traces restantes de cet ancien tueur redouté se trouvent dans les confines fortement gardées des laboratoires de recherche. Maintenant, il est temps de passer au choix des abonnés d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous avons examiné certaines des maladies les plus horribles de l'histoire, des effets atroces de la variole à la propagation implacable d'Ebola. Mais certaines maladies allaient au-delà de la souffrance physique, laissant une marque d'horreur gravée sur le corps humain lui-même. Regardez cette image. L'homme nous fixe avec un visage ravagé par la maladie. Son nez est enfoncé, sa peau est marquée par des lésions, et ses yeux portent une profonde tristesse. Cela pourrait être la conséquence d'une maladie comme la syphilis, une infection bactérienne qui, si elle n'est pas traitée, pourrait ravager le corps à ses stades avancés. Imaginez la douleur atroce, l'isolement social et le rappel constant de la maladie gravée sur la chair. Que pensez-vous que cela aurait été de vivre avec une telle condition à une époque avant des traitements efficaces? Comment ces maladies ont-elles non seulement volé des vies, mais aussi redéfini la manière dont les gens étaient perçus par la société? Choléra. Le choléra, une maladie infectieuse potentiellement mortelle, est causée par la bactérie Vibrio cholerae. Cette bactérie prospère dans les eaux chaudes et légèrement salées, comme les estuaires et les zones côtières. Les gens se contaminent en ingérant des aliments ou de l'eau contaminée, souvent par le biais de fruits de mer crus ou mal cuits. Le coupable derrière les effets dévastateurs du choléra est une toxine produite par la bactérie. Cette toxine cause des ravages dans les intestins, provoquant une libération excessive d'eau, entraînant une diarrhée sévère et une déshydratation rapide due à la perte d'électrolytes et de fluides. Un seul épisode de diarrhée peut entraîner une multiplication par 1 million de la présence de la bactérie dans l'environnement. L'une des premières épidémies de choléra documentées provient des écrits de Gaspar Correa, un historien portugais. Dans son livre « Legendary India », il a décrit de manière vivante une maladie dévastatrice qui a balayé le delta du Gange au printemps de 1543. Cette maladie, désignée par les habitants sous le nom de morixie, a fait des victimes dans les 8 heures suivant l'apparition des symptômes et affiché un taux de mortalité si élevé que les communautés peinaient à enterrer les morts. Au cours des siècles suivants, de nombreux rapports d'épidémies de choléra ont émergé le long de la côte ouest de l'Inde, documentés par des observateurs portugais, néerlandais, français et britanniques. La première pandémie de choléra à grande échelle s'est produite en 1817 et elle a été causée par du riz contaminé à Jessore, en Inde. Alimentée par les routes commerciales établies en Europe, la maladie s'est rapidement répandue dans la majeure partie de l'Inde, moderne Myanmar, et au Sri Lanka. En 1820, la marche implacable du choléra avait atteint les Philippines et la Thaïlande, ainsi qu'en Indonésie, où il a fait plus de 100 000 morts sur l'île de Java seule. En Asie du Sud-Est, des individus infectés sur des navires ont transporté la maladie plus loin, l'introduisant en Chine en 1820 et au Japon 2 ans plus tard. La portée du choléra ne se limitait pas à l'Asie. En 1821, les troupes britanniques stationnées en Inde ont transporté la maladie jusqu'à Oman, d'où elle a finalement atteint la région du Golfe Persique. L'Europe n'a pas été épargnée non plus, avec des épidémies atteignant les territoires modernes de la Turquie, de la Syrie et du sud de la Russie. Cette première pandémie a finalement diminué après 6 ans, probablement en raison du rude hiver de 1823 à 1824, qui a pu réduire considérablement le taux de survie de la bactérie dans les sources d'eau. Cependant, l'emprise du choléra sur l'humanité n'était pas terminée. Des pandémies ultérieures ont émergé en Afrique et dans les Amériques. Même aujourd'hui, cette maladie continue de projeter son ombre, avec environ 4 millions de cas et plus de 100 000 décès rapportés chaque année. Lèpre. La lèpre évoque souvent des images d'une maladie confinée aux pages poussiéreuses des livres d'histoire. Cela est vrai parce que les premières preuves de la maladie se trouvent dans un squelette vieux de 4000 ans découvert en Inde. En outre, des références à la lèpre apparaissent dans la Bible et d'autres grands textes religieux, consolidant sa place en tant que maladie qui a touché l'humanité pendant des millénaires. Cependant, la lèpre n'est pas uniquement un vestige du passé. Elle reste une préoccupation très réelle, avec environ 200 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.
Une grande partie de notre compréhension moderne de la lèpre découle de sa prévalence en Europe médiévale. Bien que la maladie ait probablement vu le jour dans le sous-continent indien, au XIIIe siècle, l'Europe était aux prises avec un nombre stupéfiant de cas, avec des estimations suggérant l'existence de 19 000 hôpitaux de lèpre à travers le continent. On croit que les routes commerciales et le mouvement des armées ont joué un rôle significatif dans la propagation de la maladie vers l'ouest. L'une des figures les plus connues associées à la lèpre pendant cette période était Baudouin IV, roi de Jérusalem au XIIe siècle. La lèpre non traitée peut causer des dommages considérables au corps. Avant la découverte de traitements efficaces, la maladie pouvait entraîner de graves déformations. L'infection peut bouleverser les nerfs, le système respiratoire, la peau et les yeux. Les lésions nerveuses peuvent entraîner une perte de sensation, en particulier de la douleur, ce qui peut aboutir à la perte des extrémités à la suite de blessures répétées ou d'infections invisibles. L'affaiblissement musculaire et les problèmes de vision sont également des conséquences potentielles de la maladie. Une grande partie de la peur et de la stigmatisation entourant la lèpre est un héritage de l'époque où la maladie était intraitable et sa transmission mal comprise. Les personnes diagnostiquées avec la lèpre étaient souvent isolées dans des sanatoriums, dont les vestiges peuvent encore être trouvés dans diverses parties du monde aujourd'hui. Cependant, la compréhension de la lèpre a subi une transformation dramatique depuis la fin du XIXe siècle. En 1873, un médecin norvégien nommé Gerhard Armauer Hansen a fait une découverte révolutionnaire. Il a identifié Mycobacterium leprae, la bactérie responsable de la lèpre. Cette révélation a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de la manière dont la maladie se propage et au développement de médicaments efficaces capables de la guérir. Aujourd'hui, un remède contre la lèpre est facilement disponible, et nous savons maintenant que la maladie n'est pas hautement contagieuse. Bien que le traitement soit efficace et accessible, de nombreuses personnes sont diagnostiquées trop tard pour prévenir l'apparition de handicaps liés à la lèpre. Cette triste réalité fait de la lèpre l'une des principales causes de handicap évitables dans le monde. Typhus. Le typhus, un groupe de maladies bactériennes regroupées sous le même nom, a une histoire aussi glaçante que sa description clinique. Son nom même, dérivé du mot grec typhus, signifiant enfumé ou brumeux, évoque l'état mental altéré vécu par ceux qui en sont atteints. Le premier compte rendu documenté du typhus a émergé lors du siège espagnol de Grenade en 1489. Les survivants ont décrit des victimes souffrant de fortes fièvres, de rougeurs s'étendant sur leur corps et d'une descente dans le délire. Des plaies gangréneuses et la puanteur putride de la chair en décomposition étaient autant de signes terrifiants de la progression brutale de la maladie. Lors de ce siège seulement, alors que 3000 soldats espagnols tombaient sous les forces ennemies, 17 000 succombaient au typhus. À travers l'Europe, du XVIe au XIXe siècle, les épidémies de typhus ont ravagé les populations avec une régularité terrifiante. Sa présence était prévalente pendant la guerre civile anglaise, la guerre de 30 ans et les guerres napoléoniennes. Lors de la guerre de 30 ans, environ 8 millions d'Allemands sont morts non pas de blessures de combat, mais à cause de l'assaut combiné de la peste bubonique et du typhus. Pendant la désastreuse retraite de Napoléon de Moscou en 1812, plus de soldats français ont trouvé la mort à cause du typhus que par les mains de l'armée russe. Une méconception cruciale persistait parmi les médecins américains du XIXe siècle. Ils pensaient que le typhus et le typhoïde étaient des variations de la même maladie, ne différant que par la gravité des symptômes. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Bien que les deux maladies partagent une similarité dans leur nom, leurs origines et modes de transmission sont très différents. Le typhus est une infection bactérienne transmise par les piqûres de poux de corps infectés, tandis que le typhoïde est une infection bactérienne d'origine alimentaire, affectant principalement les intestins. La confusion provenait probablement des symptômes qui se chevauchent entre ces maladies. Malgré son héritage horrible et des millions de vies perdues au cours de l'histoire, le typhus est maintenant considéré comme une maladie rare. Il se produit principalement dans des populations souffrant de surpopulation extrême et de mauvaise hygiène, des conditions qui permettent aux bactéries véhiculées par les poux de se propager facilement. VIH-Sida.
Peu de maladies ont été enveloppées de peur et de stigmatisation comme le VIH, le virus qui mène au sida. Les scientifiques pensent donc qu'il a fait le saut des primates aux humains en Afrique durant le début du XXe siècle et s'est silencieusement propagé pendant des décennies avant que ses conséquences dévastatrices ne deviennent apparentes. Bien que le VIH soit arrivé aux États-Unis vers 1970, il est resté largement caché du public jusqu'au début des années 1981. En 1981, les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ont publié un rapport qui a secoué la communauté médicale. Celui-ci détaillait 5 hommes homosexuels auparavant, en bonne santé, qui avaient contracté une pneumocystose, une infection rare et opportuniste causée par le champignon normalement inoffensif, Pneumocystis jirovecii. Ce type de pneumonie, a noté le CDC avec alarme, ne survenait presque jamais chez des individus ayant un système immunitaire sain. L'année suivante, le New York Times a publié un article révolutionnaire sur ce nouveau et terrifiant trouble du système immunitaire, qui avait déjà affecté 335 personnes et causé la mort de 136 d'entre elles. Comme la maladie semblait affecter principalement des hommes homosexuels, les fonctionnaires l'ont initialement qualifié de déficit immunitaire lié aux homosexuels, ou GRID. Malgré le fait que le CDC ait découvert tous les principaux modes de transmission du VIH d'ici 1983, la perception publique est restée fermement ancrée dans la méconception selon laquelle le sida était uniquement une maladie gay. Cela lui a même valu le cruel surnom de peste gay pendant de nombreuses années après. Enfin, en septembre 1982, le CDC a officiellement adopté le terme sida pour décrire la maladie. À la fin de cette année-là, des cas étaient également signalés dans de nombreux pays européens. La pandémie de VIH-Sida est depuis devenue une tragédie mondiale. Plus de 70 millions de personnes ont été infectées par le VIH et environ 35 millions ont succombé au sida depuis le début de la pandémie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.